Napoléon arriva la nuit sous les murs de Grenoble. Sa promptitude était jouée toutes les mesures. On n'avait pas le temps de couper les ponts ni même de mettre les troupes en mouvement. Il trouva les portes de la ville fermées. On refusait de les ouvrir. Les colonels qui commandaient dans la place s'y opposaient. Car une circonstance qui doit caractériser spécialement cette révolution sans pareille, disait l'empereur, c'est que les soldats ne manqueront pas jusqu'à un certain point de discipline ni obéissance envers le chef. Seulement, ils employeront pour le compte la force d'inertie comme un droit qu'ils auraient cru leur appartenir. Ainsi, on vit le premier bataillon exécuter toutes les manœuvres, commander, se retirer, ne vouloir pas communiquer, mais il ne chargea point ses armes. Il n'aurait pas tiré devant Grenoble. Toute la garnison sur les remparts criait « Vive l'empereur !» On s'est donné la main par les guichets. Mais on n'ouvrait pas parce qu'il supérieur l'avait défendu. Il fallut que l'empereur fit enfoncer la porte, ce qui s'exécuta sous la bouche de 10 pièces d'artillerie, des remparts chargés à mitraille, et puis achever la bizarrerie des circonstances. La chef du premier bataillon et le colonel, si s'étaient si ouvertement opposés à l'empereur, questionnés par lui s'ils pouvaient compter sur eux, répondiront que oui, que leurs soldats les avaient abandonnés, mais que abandonneraient pas leurs soldats qui s'étaient prononcés pour lui, il lui serait fidèle. Et l'empereur les conserva. Du reste, il n'est point de bataille. L'empereur est corrompu de danger. Quand entrant à Grenoble, les soldats se rueront sur lui avec tous les gestes de la fureur et de la rage. On frémit un instant. On peut croire qu'il allait être mis en pièces. Ce n'était que le délire de l'amour et de la joie. Il faut enlever lui et son cheval. À peine commençait-il à respirer dans l'auberge où il avait été déposé, qu'un redoublement de tumulte se fait entendre. C'était les portes de la ville que les habitants venaient lui offrir, disaient-ils, au défaut des chefs qu'on n'avait pu lui présenter. Une fois dans Grenoble, devenu une véritable puissance, disait l'empereur, je peux nourrir la guerre, si peu devenu nécessaire de la faire. L'empereur regrettait fort alors de n'avoir pas fait imprimer ses proclamations à l'île d'Elbe. Mais il aurait craint de laisser pénétrer son secret. Il les avait dictés à bord du brick où tout ce qui s'avait écrit avait été employé à les copier. On était obligé d'en écrire encore chemin faisant afin de les répandre dans la route, tant elles étaient avidement demandées. Elles étaient donc rares, souvent incorrecte ou même illisible. Et pourtant, on sentait à chaque pas la nécessité car on s'apercevait aussitôt de toute l'impression qu'elle produisait. Ces populations se font fort éclairées par nos 20 dernières années et malgré tout le bonheur de revoir l'empereur. On s'y demandait cependant avec inquiétude quel allait être son objet. Tous étaient aussitôt satisfaits quand ils avaient lu le sentiment national des proclamations et leur joie surtout était extrême quand ils apprenaient là que Napoléon n'avait pas de troupes étrangères avec lui. Sa marche était si rapide et ses mouvements si prompts qu'on avait fait mieux compte sur ses forces et leur composition. On voulait qu'il eût avec lui des Napolitains, des Autrichiens, même des Turcs.